Bon, bonjour à tous en tout cas, très heureux de vous avoir avec nous pour ce nouveau webinaire. Bon, je vois la liste des participants, il y a beaucoup de personnes qu'on voit toutes les semaines, donc ça fait très plaisir. Pour rappel et pour peut-être les personnes qui nous connaissent pas encore, du côté d'Amazon, on est Amazon en fait est à l'initiative de l'accélérateur du numérique, du coup qui est un programme de formation au e-commerce et au numérique en ligne. Donc sur notre site, vous trouvez plein de cours qui sont dispensés par des coachs sur des sujets divers du e-commerce. Donc ça peut être la logistique, les réseaux sociaux, le web marketing, etc. Et tous les mardis à midi, on fait des webinaires du coup avec des coachs experts du numérique, des fondateurs de startups, comme ici Noëlla et Katia qui ont fondé Fresh Africa, et du coup, qui sont sur leur projet depuis quelques années maintenant et qui sont également incubés chez Station F, qui sont aussi partenaires pardon, de la French Tech. Donc voilà, et Noëlla et Katia qui vont vous parler un peu de leur expérience aujourd'hui. Donc je vais vous laisser la main dans 30 petites secondes. Juste pour rappel, voilà, si vous avez des questions à poser, vous avez le petit onglet questions dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions à Katia et Noëlla. On prendra un petit temps de questions-réponses pendant les 15-20 dernières minutes de ce webinaire pour répondre à toutes ces questions. Je ferai le recensement et je les poserai directement à Noëlla et Katia. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce chat. Le webinaire sera disponible en replay sur le site de l'accélérateur numérique que je mettrai également dans le chat à la fin de ce webinaire. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez quelconque question et je laisse la main à Noëlla et Katia et je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Ok, donc c'est bon, l'écran, la presse, c'est bon de ton côté, Nicolas, tu vois tout? Tout est bon et pour le chat, c'est bon aussi. Ok, nickel. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes Noëlla et Katia, les cofondatrices de Fresh Africa. Et donc, comme disait Nicolas, l'objectif de ce webinaire, c'est de raconter un peu notre aventure entrepreneuriale, comment on l'a pensé, comment on l'a vécu. Et effectivement, après, c'est ce qu'on ne veut pas du tout, c'est vraiment un webinaire qui ne soit que dans un seul sens, où on vient, on déroule ce qu'on a fait chez Fresh Africa. Mais l'idée vraiment, c'est que ce soit interactif, proportion gardée. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions et on va tenter d'y répondre à la fin. Vraiment, on est vraiment là pour partager. C'est parti? Tu es prête? Ouais. Ok. Donc, on va commencer. En fait, cette citation d'un grand chef qui s'appelle Bruno Verjus est vraiment le fondement, l'essence de Fresh Africa. Ce qu'il a dit, c'est la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. Et donc, vous l'aurez compris, Fresh Africa, c'est une start-up. On va parler de nourriture, de food tech. Comment on a vu ce webinaire. C'est dans un premier temps vous présenter la genèse de Fresh Africa. Dans un deuxième temps, comment on a utilisé la tech. Et dans un troisième temps, un peu un bilan. Et ensuite, on va passer aux questions. Donc, Fresh Africa, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Alors, Fresh Africa, c'est Katia et Noëlla. C'est deux petites filles originaires de deux pays d'Afrique subsaharienne différents. On n'est pas sœurs. Noëlla vient du Cameroun, vient du Congo. Et regardez bien, on se ressemble même pas. On se ressemble pas. Et ce qui se passe, c'est que on est né dans nos pays d'origine et on a grandi pour une très très grande partie en France. Donc, on a été amené à faire des allers-retours pendant toutes ces années-là. Et moi, je suis une grosse passionnée de cuisine. Au-delà d'avoir un master en droit, j'ai passé un CAP en cuisine il y a quelques temps. Et je me suis rendu compte que pendant tous ces voyages qu'on faisait, quand on mangeait des fruits, des légumes ou qu'on utilisait des épices en Afrique subsaharienne, ils n'ont pas du tout le même goût
qu'un fruit goûté ici. Donc, si par exemple vous avez été, je sais pas, en Asie ou vous avez été dans des pays en Afrique pour vos vacances, que vous avez goûté une mangue, vous avez dû voir qu'elle était totalement différente des mangues que vous mangez ici. Donc, partant de là, j'avais besoin de me fournir en produits au jour le jour pour ma cuisine. Donc, quand je fais très attention à ce que je mange, que ce soit au niveau traçabilité, je veux savoir ce qu'il y a dans mes produits, je veux savoir comment est-ce que c'est fait, d'avoir le moins d'intrants chimiques possible. Et je me suis rendu compte que je peux le faire avec tous les produits qu'on va trouver ici chez des petits producteurs, être en lien direct avec des petits producteurs. Mais par contre, quand on parle des produits, on a une opacité incroyable. Et un flou complet. Ouais, donc j'ai commencé à chercher, à essayer de comprendre pourquoi. D'abord, je me suis dit, je vais essayer de contacter des petits producteurs et leur acheter leurs produits et les revendre ici. Quand j'ai essayé de faire ça, je me suis rendu compte que j'étais face à un mur. En face, je parlais jamais aux petits producteurs. J'avais des courtiers qui pouvaient être chinois, libanais, tout ce que vous voulez, mais je rencontrais personne du pays. Et partant de là, nous, on est des petites filles d'agriculteurs, parce qu'on s'est dit, en fait, on a passé nos étés au village, comme ici un peu, on peut aller à la campagne, et on sait que c'est quelque chose de, c'est pas comme la campagne ici, c'est quelque chose assez dur, c'est un endroit assez dur à accéder, mais c'est faisable, c'est possible. Donc on s'est dit, partant de là, on va retourner aller voir nos producteurs, ceux qu'on connaît, et on va leur acheter leurs produits directement, casser tous les intermédiaires et ramener ces produits et les revendre ici. Et donc, en fait, c'est la genèse. Mais avant cela, il faut savoir que Katia et moi, on travaille ensemble depuis, ça va faire 15 ans maintenant. Et Fresh Africa, c'est notre troisième aventure toutes les deux et deuxième aventure entrepreneuriale. Et comme elle disait, Katia, on n'est pas du tout sœurs, contrairement à ce que l'on pense. On partage quand même plusieurs valeurs en commun. En plus du bonnet, on partage d'autres valeurs en commun. Et il y a déjà cette histoire, c'est que toutes les deux, coïncidence, on est deux petites filles d'agriculteurs et également des valeurs communes. C'est ces valeurs qui finalement nous ont amenés petit à petit vers Fresh Africa. Sachant qu'avant Fresh Africa, on avait une agence de communication digitale, donc on était dans le monde de la culture, l'entertainment, comme disent les anglo-saxons. Et à un moment donné, on s'est dit qu'on avait envie en fait d'aller vers un projet qui, en fait, on ne se l'est même pas dit, ça s'est fait naturellement, un projet qui était beaucoup plus aligné avec nos valeurs et où on avait finalement un vrai impact en fait. Donc, toutes les deux, on s'est rendu compte, ce qu'on n'a pas dit plus tôt en termes de background, enfin, Katia l'a dit, elle de son côté, il faut savoir que c'est une juriste passionnée de cuisine, aucun rapport, mais c'est Katia. Et moi, je suis plus dans le marketing. Et donc, en fait, ce que nous, on a toutes les deux en commun, c'est ce côté de justice normale pour quelqu'un qui fait du droit, mais un côté où on veut, en fait, un monde, on croit un monde qui est justement plus juste, en fait, plus équilibré, des rapports plus équilibrés, notamment entre le Sud et le Nord, un monde qui est beaucoup plus durable, un monde où il y a de l'équité, en fait, tout simplement, où voilà, les producteurs seraient rémunérés à la juste valeur de leur travail. Et on croit que la technologie peut être un outil pour accélérer le progrès et améliorer des conditions. Et c'est le fondement, en fait, le fondement de Fresh Africa, qui finalement est une start-up avec... c'est ce qu'on appelle une start-up à impact. Les gens la nomment comme ça. En fait, c'est dire que on peut faire du business en respectant le partenaire en face. Le mot est un business et ça devrait toujours être équitable. Donc, moi, ça me dépasse un peu quand on a besoin de mettre ce mot derrière. Normalement, c'est un rapport avec que ce soit un agriculteur ou peu importe, ça doit être quelque chose de win-win. Et là, on s'est rendu compte que vraiment, dans ce qui était dans ce côté-là, rapport avec les petits producteurs, il y a vraiment aucune justice, il n'y a aucune équité. C'est plus une partie qui a besoin pour de la marge, écraser l'autre partie. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'agir totalement avec le contraire. Dans le sens contraire, c'est d'aller voir des producteurs, de leur demander
combien coûtent leurs produits et on paye le prix qu'ils nous donnent. Donc, on paye le prix juste, on ne négocie pas, on fait pas ce travail de négociant ou de négoce, etc. Et en fait, c'est juste pour vous raconter une anecdote qui va tout à fait en lien avec ce que Katia elle vient de vous dire. Et c'est vraiment véridique, hein, c'est pas du storytelling pour faire beau. C'est une histoire qui nous a été relatée par un producteur, en fait. Et grosso modo, il vient de récolter de l'ananas. Et donc, en fait, il y a une personne qui va venir le voir, qui veut acheter sa production. Il va lui en proposer, on va dire, je ne me souviens plus donne un chiffre au hasard, en euros. Qui propose? Le premier. Le producteur propose, vend son ananas, par exemple, à 5 euros. Et le producteur va lui proposer un truc totalement abject comme 1 euro. Donc, il va dire non, forcément, puisqu'il sait que lui, il veut la vendre à 5 euros et que c'est le montant qu'il va lui falloir pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Ensuite, le deuxième, il refuse. Donc, il y a une deuxième personne qui vient, qui lui en propose 50 centimes, en fait. Okay, donc, bien entendu, il refuse parce que c'est pas normal. Et la troisième personne vient et lui propose 10 centimes. Donc, en fait, on a juste changé les chiffres pour que vous vous rendiez compte, en fait, des rapports qui sont déséquilibrés. Et en fait, entre-temps, il y a un laps de temps qui est passé, et sauf que le producteur, en fait, lui, il ne veut pas perdre tout ce qu'il a récolté. Donc, malgré lui, en fait, il va accepter la proposition d'une dernière personne qui est venue. La première. La première personne? Ouais. Ok, la première personne. Et donc, en fait, en gros, oui, la première, pardon. Vous voyez que c'est... et en fait, il s'avère que ces 3 personnes, tout simplement, se sont entendues au préalable, en fait, pour faire baisser le prix auquel ils achèteraient ces ananas-là. Et vraiment, comme on vous dit, ça, c'est pas du tout une fiction, c'est une réalité sur place. Et en entendant ces histoires-là, on s'est dit, mais en fait, il est hors de question, que les choses perdurent dans ce sens-là. Et on a le pouvoir de les changer de différentes manières. Et voilà, c'est vraiment l'ADN et le cœur de Fresh Africa. Et en gros, qu'est-ce que l'on fait chez Fresh Africa? Parce qu'on va y venir, hein, c'est bien pour ça qu'on est là. Il faut savoir qu'on est à la fois, tout dépend du point de vue où vous vous situez. Si vous êtes dans les pays du Nord, ici, on va être une food tech. Si vous êtes dans les pays du Sud, on va être une agritech. Sachant que tu peux expliquer la food tech, ce que c'est? La food tech, tout simplement, c'est de l'agroalimentaire dans laquelle on va rajouter de la technologie pour quelque raison que ce soit. Et l'agritech, c'est de ramener de la techno dans le monde de l'agriculture. Pour la plupart du temps, c'est ça va être pour des histoires de rendement, ça va être pour pouvoir pallier aux nouveaux, tous les troubles que peuvent subir les producteurs, le réchauffement climatique, tout ça, etc. en fait. Voilà, donc c'est en fait dans l'agritech, il y a un côté où c'est pour aider à produire mieux en fait. Et la food tech, voilà, c'est toute la verticale de la food en fait, tous les corps de métier qui sont dans cette verticale-là. En gros, nous, chez Fresh Africa, ce que l'on va faire, on va tout simplement créer des briques technologiques où en fait, on a digitalisé tout le process de la graine à l'assiette. Et ces briques-là permettent en fait aux producteurs de se connecter à des marchés internationaux. Et on va s'appuyer sur des technologies telles que la blockchain pour la transparence et la traçabilité. Alors, en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé à là? À la base, on est parti chercher des produits. On s'est dit qu'on va les ramener comme ils sont mangés là-bas, donc c'est-à-dire mûrs, et les distribuer ici. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que il fallait. Pourquoi est-ce que les produits peuvent s'abîmer plus facilement? Parce qu'il peut y avoir une erreur humaine, parce qu'ils peuvent traîner à un certain endroit, parce que au moment de la récolte, il y a quelque chose qui s'est mal passé, etc. Donc, à toutes ces étapes-là, on a décidé d'installer de la technologie pour pouvoir pallier aux problèmes qu'il pourrait y avoir, qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un produit mûr qui est différent de ce que vous avez aujourd'hui, que vous consommez par exemple. Juste pour vous donner un exemple, les avocats que vous recevez chez vous, vous achetez au supermarché par exemple, ils ont été cueillis à peu près une trentaine de jours avant d'arriver dans vos assiettes, et on les cueille pas mûrs,
ils prennent un certain temps en bateau, ils finissent dans des salles de mûrisserie à Rungis, et ensuite, là, ils sont vendus. C'est pour ça que quand vous achetez un avocat, il est super dur. Quand vous allez le découper, il va être noir à l'intérieur. Et nous, on s'est rendu compte que la tech, c'était quelque chose qui pouvait prévenir ce genre de choses. Et donc, on va y venir après, à la partie tech. Là, donc, aujourd'hui, Fresh Africa a 2 ans. OK. Donc, on est une équipe... Pardon? Joyeux anniversaire à vous. Ah, ben, merci. Ça fait un mois. Ouais, ça fait un mois tout juste. Et donc, on est une équipe de 10 actuellement. Donc, sur cette photo, il n'y a pas toute l'équipe. Et donc, c'est une équipe où on a composé, vraiment, il y a de tout. Il va y avoir tant des commerciaux que des textes, qui est important. Et aussi, il y a une partie très importante, communication, branding, parce qu'il y avait aussi derrière la volonté, en plus de fournir des produits de qualité, être transparent, c'est aussi de revaloriser, revaloriser l'image de ces produits, revaloriser les producteurs derrière, d'où l'intérêt vraiment, il y a en plus de la tech, vraiment d'accès sur l'image, sur la valorisation. Donc, si vous faites un tour sur notre site, sur nos réseaux sociaux, vous verrez que le branding est très fort et c'est volontaire. Et à l'heure actuelle, on a réussi à avoir en 2 ans des beaux partenaires. Oui, comme on le disait tout à l'heure, un de nos premiers investisseurs, c'est Google, c'est la French Tech avec la BPI. Après, on s'appuie toujours sur des acteurs différents à certains moments. Par exemple, on va avoir besoin d'une blockchain. Il faut qu'on aille chercher une blockchain qui va pas avoir un fort impact carbone. Donc, là-dessus, c'est avec Cardano qu'on va bosser. Rungis, quand on a besoin d'aller rencontrer des grossistes, etc. Donc, on a fait en sorte de s'entourer au mieux. Station Web, c'est vraiment notre première base. C'est là où on a commencé, c'est là où on a créé notre société. Et c'est parce que purement, on se dirigeait vers une boîte tech et que c'était très important pour nous d'être à l'endroit en France où on respire la tech, où naît la tech. La mecque de la tech. Tech. Il y a un truc. Mec tech. Ouais. Bon, bref. Donc là, on va parler de cette fameuse tech. Donc, comment on a procédé? En fait, ça, c'est les étapes qui reviennent souvent dans le cycle de vie d'une start-up. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle l'idéation. Donc, on a une idée, on sent qu'il y a quelque chose. Après, nous, on passe à la création, après l'amorçage, le scaling. Donc, nous, on a passé toutes ces étapes-là. On est entre l'amorçage et le scaling. Voilà, donc on entre les deux, amorçage, scaling. Donc en fait, là, l'idée, c'est de vous expliquer comment on a réfléchi chaque étape et qu'est-ce qu'on a fait concrètement à chaque étape. Donc la première étape, c'est l'idéation. Donc on a une idée, en l'occurrence, c'est Katia qui a cette idée-là. Donc, je vous ai plutôt, on est avant cela, on est une agence de com créative dans laquelle moi je m'occupe de la partie créa, Katia va s'occuper de la partie administrative, gestion de projet. Passionnée de cuisine à ce moment-là, elle sent qu'il y a un truc au niveau de la cuisine, elle constate que elle parle jamais aux petits producteurs directement. Donc elle vient me voir, elle me parle de ce projet-là. Elle me jette, elle me dit non. Je lui fais une belle presse, comme on est en train de vous faire là. Elle me dit oui, c'est bien, ça va te rendre super riche. Va jouer là-bas, laisse-moi dans mes histoires avec mes artistes et Universal et Sony. Il faut comprendre, j'avais le cerveau dans la créa, donc j'étais pas encore réceptive. Bref, ça n'a pas mis 1 an non plus à me convaincre. Donc je la rejoins. Donc, on commence à échanger, en fait, comment on va le faire. Au début, ça part de, ouais, on va faire un site. Donc, au début, on se dit, on va un peu... Au départ, c'est un peu alléger la pénibilité de tous ceux qui commandent des produits tropicaux, qui généralement vont aux mêmes endroits. Et le process n'est pas très, très fluide. Donc, on part de là. Et donc, on se dit, on échange. Donc, vous voyez, en fait, je pense que vous avez dû entendre parler du BMC, le fameux Canva, Business Model Canva. Si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment faites-le en fait. Ça vous permet de mettre à plat
c'est une espèce un peu de photographie pour ceux qui l'ont pas fait, hein, de où vous voulez aller, les partenaires que vous pourriez avoir idéalement, quel est le problème que vous résolvez, et voilà, c'est important. Et donc voilà, on a des échanges, le business model Canva, et correspond à la période où on arrive à Station F. Donc on arrive à Station F, on a juste l'idée. L'entreprise n'est même pas encore créée légalement. Et donc, l'entreprise, elle se crée au bout de combien de temps? 2 mois. 2 mois, parce qu'il fallait y aller, tout simplement. En fait, c'était un peu l'intérêt de rentrer dans cet écosystème-là. Dès qu'on est rentré dans l'écosystème, en fait, on s'est nourri d'une énergie. Et voilà, ça a pris moins de 2 mois. On s'est dit, OK, on va y aller. Il est temps de tester. C'est bien de rester dans notre chambre, d'échanger sur des idées, de se dire comment on fait ça, ci. Mais il faut qu'on se confronte. Il faut qu'on se confronte à la réalité. Mais avant cela, quand même, ce qu'on a fait, c'est énormément de questionnaires. Donc, avant de se lancer dans la tech, d'ouvrir un site, de vendre ou quoi que ce soit, c'est quand même de se dire, OK, on a une idée, peut-être qu'on est 2 folles en fait dans une pièce là, on se dit qu'on va faire quelque chose, mais finalement, ça n'intéresse personne. Et donc, on a fait énormément de questionnaires. On a fait des questionnaires dans tous les sens, donc on a fait des questionnaires quanti, on a juste été voir si l'idée pouvait parler à d'autres personnes. Ensuite, on a été chercher, une fois qu'on a compris que c'était faisable, on a essayé d'identifier nos clients, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient. On est allé ensuite les rencontrer, soit en groupe, pour essayer de comprendre quelle pénibilité ils avaient à trouver ces fruits, comment est-ce qu'ils faisaient pour les acheter, est-ce qu'ils étaient prêts à les acheter en ligne. Ça, c'était super important. C'était avant le Covid, hein, c'est ce dont on parle, donc ça n'existait pas d'acheter à manger en ligne. Et surtout, comment est-ce qu'ils faisaient quand ils allaient, où est-ce qu'ils se nourrissaient, ils achetaient ça, est-ce qu'ils allaient à Naturalia, une partie à Carrefour, une partie ceci, cela. Donc, on a eu toutes ces informations, et surtout, on a essayé de comprendre où est-ce qu'on pouvait trouver nos personas, où est-ce qu'on pouvait échanger avec eux, où est-ce qu'on pouvait leur parler. Voilà, donc en gros, la première étape, c'est de faire, enfin, quand je dis c'est de faire, c'est nous, hein. Comment on a procédé? Un questionnaire quanti, tout simplement. C'est envoyé. On s'était arrêté à un peu moins de 500 personnes, parce qu'il faut savoir qu'à un certain seuil après, les réponses sont tellement variées que vous n'arrivez pas à extraire une tendance, en fait. Donc, on s'est arrêté à un certain seuil. C'est quanti. Donc là, l'objectif de ce premier questionnaire, c'est valider l'hypothèse. Est-ce qu'il y aurait une demande, un intérêt? Ensuite, une fois que c'est fait, c'est validé, on se dit, OK, go, on commence à peaufiner un peu l'idée, le projet. Ensuite, on va sur un questionnaire qui est quanti, qui est quali, pardon. On a fait le quanti, après on fait le quali. Donc là, à moins de personnes, forcément, c'est du quali. Donc là, on a fait des focus group. Des focus group avec 5-6 personnes à peu près à chaque fois, où voilà, c'était vraiment, on écoutait les gens, et l'idée c'était de dresser le parcours utilisateur, tout simplement, et voir les frustrations. Et après, on a fait un autre questionnaire, là c'était vraiment du tête-à-tête, en solo. L'objectif de ce questionnaire-là, c'était de dessiner notre persona, de savoir, en fait, c'est son mode de fonctionnement, tout simplement, ses frustrations, ses freins, un peu son panier moyen, c'est important quand même. On est un business après tout. Et aussi, c'était important, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il consommait en termes d'informations, où est-ce qu'il a consommé sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on pouvait le trouver. C'était important pour nous, pour pouvoir parler avec lui derrière. Et ça nous a permis aussi de récupérer des verbatim, toujours pareil, pour savoir comment lui parler, où lui parler et comment lui parler. Donc ça, c'est la première étape. Vous voyez, en termes d'outils, il n'y a rien, de fou, hein. C'est un Google, comment ça s'appelle déjà ça? Google Form.
Forme, ouais. Donc, de C'est un forme tout simple. Je ne sais pas ce que vous avez chez Amazon. Après, si vous il y avez a quelque chose. d'autres, il y a Il y en a plein. Typeform, Tally. Là, il n'y a pas voilà, besoin quoi. de créer de site, de faire quoi que ce Rien. soit. C'est un truc À ce stade-là, de cette étape-là, on veut confirmer des hypothèses, des intuitions. Mais surtout, quand on fait un business, on n'est pas dans l'intuition. Il faut toujours confirmer derrière. Et donc voilà, à ce moment-là, on a juste tout simplement un questionnaire. Une fois qu'on a ce questionnaire-là, on passe à la deuxième étape. Non, mais c'est vrai que c'est cette idée de persona, etc., c'est super important. Et on avait déjà eu un webinaire il y a 2 semaines. Il y a certaines personnes qui sont là qui ont dû assister à ce webinaire déjà, avec un conférencier qui expliquait comment bien en fait définir sa stratégie digitale quand on monte son projet, quand on commence. Et cette idée en fait de définir les acteurs qui sont à l'intérieur de notre projet ou qui font partie de notre projet et définir en tant que voilà une persona, c'est super important et ça aide beaucoup et c'est une étape super importante lors de la création de votre micro-entreprise. Absolument, parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne vous vendez pas les produits à vous, en fait. Ni à vos amis qui vous disent toujours que c'est bien. Oui, surtout, n'écoutez pas les amis. C'est bien les amis pour l'ego, mais c'est pas l'essentiel. Il faut aller se confronter à d'autres personnes. Et d'où l'intérêt de savoir comment ces personnes fonctionnent, qu'est-ce qu'elles veulent exactement. Et voilà. Donc, on a cette étape-là, on a tout simplement le formulaire. On sait plus ou moins où nos personas sont, où les trouver, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils priorisent aussi. Parce que nous, au début, on s'était dit, OK, on a la qualité du produit, il y a ce rapport, le côté équitable avec équité avec les producteurs, il y a ce côté transparence. Il y avait 4 valeurs comme ça. Et il y avait le prix aussi. Il y a le prix, voilà. Et on leur a demandé tout simplement, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous priorisez? Et à partir de là, on s'est positionné dessus au niveau de la communication. Donc, on avance, on est au lancement. Donc, on intègre Station F, on se dit, OK, on a tout ça, ça fait un certain temps qu'on commence à communiquer sur les réseaux sociaux, on se crée déjà une petite communauté de clients potentiels. On va y aller, on va se lancer en fait. Et après tout, tester. Ce mot-là va souvent revenir parce que c'est hyper important quand vous lancez une entreprise, tester derrière et itérer. Et donc là, on se lance. On se lance notre premier prototype. Donc, ce premier prototype-là, c'est de se dire, OK, je vous rappelle, on est dans la food. On est pour l'instant là, on n'est même pas encore, on n'a pas attaqué la partie tech de la food tech. On est dans la food. Donc, nous, on veut comprendre ce process-là, qu'on dessine comment il fonctionne. Et donc, on se lance. On fait notre premier prototype. On a compris que les gens qui nous suivaient, eux, Noëlla disait, ils sont intéressés par, donc, ils n'ont pas de problème d'argent. Donc, c'est des gens qui ont un portefeuille. Maintenant, ce qu'ils veulent savoir, c'est que quand ils achètent quelque chose, ils veulent être sûrs que le producteur soit bien traité, surtout déjà de la qualité. En dernier, venait le côté rapport avec le producteur. Donc, ils veulent par contre savoir qui est-ce qui fait leur produit. Et après, le fait que la personne soit payée juste, ça vient un peu après. Donc, on commence à parler avec des gens sur Instagram, créer une newsletter, leur envoyer des newsletters. Et tu veux que je parle de tout le reste ou tu veux le faire c'est comme tu veux. Ouais, donc, et là, non, vas-y. OK. C'est ça la chance d'avoir un duo. Et donc, à ce moment-là, notre premier prototype, tout simplement, tout ce qu'on a, c'est le compte Instagram qu'on a lancé depuis plusieurs mois quand même. Et n'attendez surtout pas, en fait, souvent les gens attendent. Déjà, il n'y a pas de moment idéal pour se lancer. Ne pas attendre que toutes les conditions, que toutes les étoiles sont alignées, non. En fait, des fois, il y a des personnes qui attendent très souvent même d'avoir un produit pour commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. Nous, on a fait l'inverse, en fait. On n'a pas attendu d'avoir un produit. On a commencé à communiquer. On communiquait sur quoi? Vous allez nous demander, c'est sur nos valeurs, en fait, tout simplement. Les valeurs, la mission de Fresh Africa, nous, notre histoire derrière, les producteurs, parce qu'on, par contre, on ne vendait pas encore les produits, mais les producteurs, on les avait déjà rencontrés, on était déjà allés sur le terrain, sourcer. Donc, on a la communauté sur Instagram qui commence à se créer.
en fait, le fait d'avoir fait des formulaires, ça nous a donné une base de données avec un certain nombre d'adresses email. Donc, on commence à lancer la newsletter, on raconte l'histoire et on crée une landing page. Voilà, une landing page avec un bouton d'achat, ce qui reste toujours important, et on lance les précommandes. Ouais. Donc, la landing page, c'était un truc ultra simple. C'est Noëlla qui l'a fait. On n'est pas parti aller payer un développeur ou je sais pas quoi. Noëlla, elle a fait ça. Je sais plus combien de temps ça lui a pris parce que elle est forte dans ces trucs-là. Et le bouton d'achat, c'est un bouton Shopify que tu peux installer. Tu n'es même pas obligé d'aller prendre directement un abonnement sur Shopify ou quoi que ce soit. Tu peux juste prendre le bouton et l'installer sur un site lambda. Même si je vous déconseille, même un Wix, ça marche dessus. Mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. mais si vous n'avez pas le choix, vous pouvez au moins coller un bouton d'achat sur une page quelconque. En gros, voilà, on se lance, on a besoin de tester, on a besoin de se confronter au marché. Et voilà, on n'a pas de temps à perdre ni d'argent. D'ailleurs, à ce moment-là, on n'a pas d'argent à payer quelqu'un en extérieur, une agence, etc. On développe tout à la maison avec des solutions qui existent déjà. WordPress. Voilà. Le tout, c'est d'exister et d'aller très vite. Et donc, on lance la préco. Elle est sold out en 5 jours. Ouais. Alors qu'on avait prévu 2 semaines, du coup, parce qu'on avait déjà parlé aux gens, parce que les gens attendaient déjà. Et donc, du coup, c'est allé ultra rapidement. Ça allait très vite. Et voilà. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'insistais sur le fait que, en fait, au moment où vous lancez votre entreprise, que ce soit une start-up, une PME, que vous soyez solo entrepreneur, freelance, pardon, il faut être toujours dans le même état d'esprit. Vous êtes dans une boucle infinie où on va tester et on apprend et derrière on itère, on corrige, on s'améliore. Donc nous, dès le moment où on lance la première préco, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de faire. C'est à chaque fois, ok, les gens, les premiers clients, ils ont précommandé, à prendre leur feedback, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Pareil, on est en train de construire cette chaîne logistique-là. Il y a des couacs, on rencontre des couacs et derrière, nous, il faut trouver des solutions. Par exemple, on a une fois des produits nous, on a des produits ultra frais et c'est surtout c'est des produits qui tiennent une dizaine de jours. Et on a des produits qui se retrouvent coincés à la douane parce qu'on a un problème où les papiers qui sont venus dans l'avion, en fait, tu as des papiers qui viennent dans l'avion et tu as des papiers qu'on nous envoie, qu'on nous faxe avant, n'ont pas les mêmes noms. Pourquoi? Parce qu'il y a un être humain qui s'est trompé, qui n'a pas mis les mêmes noms sur les papiers qui venaient et ceux qui partaient. Donc, on n'a pas pu dédouaner et sortir nos produits. Ils sont restés coincés, ils sont dans des cartons. On ne sait pas dans quel type d'endroit ils sont, si c'est un endroit frais ou pas. C'est la panique totale et les papiers qui doivent revenir, normalement, ne peuvent revenir que dans l'avion. Donc, et on est en plein Covid, il y a un avion sur deux, parce que nous, on travaille avec des avions commerciaux. En fait, c'est les vols qui volent tous les jours avec des êtres humains, des voyageurs dedans. Et nous, on vient optimiser les espaces qu'il y a de disponibles dans les soutes à bagages. Et donc, il y avait un avion, un tous les 2 jours, un truc comme ça, alors que normalement, c'est tous les soirs. Et on a dû se débrouiller, se dépatouiller. Heureusement qu'on connaissait telle personne qui a pu nous accepter qu'on nous envoie les documents en fax. Et là, on s'est rendu compte que là, si on mettait de la technologie à ce moment-là, si c'était pas rempli par un être humain, mais par quelqu'un du texte où il fallait juste copier-coller, cette erreur, elle n'arriverait plus. Et c'est à partir de là qu'on a petit à petit commencé à construire nos outils technologiques. Voilà, c'est se dire, ok, on va digitaliser en fait cette étape-là pour éviter l'erreur humaine. Et donc, ça, on fait ça un certain temps, ce qui nous amène à la fameuse, cette étape-là où finalement on est encore, où vous voyez ce cycle où l'équipe, on est 2 à la base. Après, on a nos 2 stagiaires, les premiers stagiaires, dont un qui depuis, il a été, c'était le premier stagiaire, c'est le premier apprenti, c'est le premier contrat qu'on signe. Et voilà, l'équipe est grossie. L'équipe est grossie en même temps que nos solutions techniques grossissent en fait. Et en fait, au départ, vous vous souvenez, on en est à tout ce que l'on veut, c'est déjà vendre des produits pour comprendre comment ça fonctionne. Et on en est arrivé là en fait, ou à une étape où on va construire des briques technologiques. Donc des briques technologiques depuis la partie sourcing, donc
je veux dire l'amont, donc c'est dans le sud, hein, depuis le producteur et jusqu'à ici l'aval, le client. Donc, à la base, on allait tout seul aller sourcer. On se rendait compte que bah, c'était bien, mais on devait aller chaque été abandonner nos travail. On va dans des contrées qui sont ultra perdues, donc Internet, tout ça, tu peux pas garder le contact avec tes équipes ici. On était obligé de fermer tout le mois d'août et mettre tout le monde en vacances. Et on s'est dit, et de toute façon, on va pas pouvoir scaler rapidement, donc pour trouver beaucoup de producteurs en même temps. Donc là, en dormant, en réfléchissant, il y a un truc qui m'est venu. Je me suis dit, mais en fait, il faut dormir. Oui, il faut beaucoup dormir. Quand on va dans des contrées éloignées, on croise que deux types de personnes, donc peut-être trois. Ça va être soit des ONG qui viennent accompagner des producteurs, leur montrer des manières durables de produire, etc. Ça va être des gouvernements qui vont, eux, envoyer parfois construire un espèce des appareils pour pouvoir irriguer en temps en saison sèche, etc. Et donc, ils vont venir, ils vont payer ou donner un instrument que les producteurs après payent sous forme de loyer. Ou il peut y avoir des entreprises privées qui vont aller travailler avec ces producteurs, qui vont par exemple leur louer des panneaux solaires. Et à ce moment-là, bah, ils sont en contact avec des producteurs. Et ces producteurs ont besoin, bah, quoi qu'il en soit, d'écouler leurs produits. Et on s'est dit, bah, on va leur construire un outil qui va leur permettre de nous rentrer des producteurs. Donc, nous, on va scaler notre base de producteurs beaucoup plus rapidement. On a des gens qui ont des 5000 producteurs qui peuvent nous les rentrer ultra rapidement, directement. On choisit, on ne pourra pas travailler avec tout le monde puisqu'on a un critère qui est un cahier des charges qui est très précis. Mais en retour, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont de la data. On pourra leur dire en temps réel, vos producteurs que vous avez onboardés, on fait tant d'ananas, on vend du temps, etc. Les méthodes que vous leur avez appris ont apporté ceci, etc., etc., etc. Et le gouvernement qui, là-bas, se retrouve avec des producteurs qui sont totalement, qui sont pas du tout répertoriés, a maintenant une base pour pouvoir répertorier ces producteurs. Donc ça, c'est du coup l'outil qu'on a construit de ce côté-là. Voilà, et donc en gros, ça c'est le panel, toutes ces briques technologiques qu'on a construites. Mais ça, c'est à chaque fois en écoutant les retours des utilisateurs, en se confrontant au marché, en voyant comment on pouvait régler les problèmes. Et la conclusion de tout ça, qui est une citation c'est le fondateur de LinkedIn. Si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que tu as lancé trop tard. En gros, tout ça pour vous dire que, comme je le disais plus tôt, n'attendez pas que toutes les étoiles soient alignées, d'avoir un produit à 100% parfait qui vous correspond. Lancez-vous et vous allez construire les briques étape par étape, étape par étape. C'est ce que nous, on a fait. Et il y a aujourd'hui un gros écosystème de produits déjà existants sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, au départ, votre préoccupation ne doit pas être de trouver un développeur à qui vous allez donner 10 000, 20 000 pour qu'il développe vos solutions. Il y a des solutions qui sont déjà existantes. Vous pouvez déjà commencer avec un Google Form pour récolter les avis des gens. Vous pouvez construire une landing page. Il y a plusieurs outils pour ça. Vous pouvez faire un site ou une landing page sur Carte, par exemple. Vous avez Webflow. Pareil pour l'appli. Il y a beaucoup de solutions, comme on dit, no-code actuellement. Donc, appuyez-vous dessus. Et le plus important, c'est de vendre, de faire du business, de faire en sorte que l'argent rentre. Et après, vous adaptez, vous itérez. Je pense qu'on est pile dans le timing. Est-ce que tu veux compléter avant de commencer les questions? Ouais, c'était juste de vous dire que nous, en fait, on a, avant d'aller même chose, on a des développeurs qui sont là. Ils ne construisent rien entièrement à 100% tant qu'on ne l'a pas testé. Ils vont nous sortir un petit jet qu'on va aller tester avec les gouvernements, qu'on va aller tester avec des producteurs, etc. Et ensuite, là, une fois que ça fonctionne, là, on itère, on reconstruit, on fait quelque chose de plus solide. Et pareil, tu grossis avec les capacités de stockage, etc. Il ne faut pas aller chercher trop loin au début. Tu grossis petit à petit avec tes clients. Ça ne sert à rien de faire un truc ultra gros et tu ne sais même pas si ça va, si quelqu'un va l'utiliser ou au maximum. Exactement, sachant que dans en fait, on échangeait avec une personne qui est en charge de la partie tech
chez Google. Ils sont plusieurs, hein, bien entendu, mais lui, il est dans le développement. Et en fait, il nous disait, il faut être conscient, il nous a dit ça très tôt, c'est que quand vous faites un produit, il va être jeté en fait. En fait, ne vous attachez pas, ne soyez pas amoureux de la première version de votre produit, parce que finalement, le produit qui va perdurer dans le temps, c'est peut-être la 4e version de votre produit. Donc, allez-y et améliorez au fil du temps. Et je pense, Nicolas, on est prêt pour les questions. Et vous êtes parfaitement dans le temps, c'est nickel. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation, c'était très clair. On a eu quelques questions déjà, donc je vais vous les poser. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez dans le chat, bien sûr. Il y avait une première question que je trouvais intéressante par rapport aux outils que vous avez créés. Bon, c'est pas vraiment une question, mais plus une remarque et pour appuyer un peu sur ce sujet-là, du fait que de base vous avez créé ces outils ces outils technologiques pour servir à votre logistique, un peu à vos opérations. Et qu'au final, l'utilité de ces outils, elle est autre que pour votre propre commerce. Vous pouvez aussi aujourd'hui vendre ces produits-là. Les gouvernements, enfin, vous disiez qu'ils étaient intéressés. Donc, c'est important de voir aussi la tech comme étant quelque chose que vous pouvez vendre à l'externe aussi, après une fois l'avoir développé pour votre commerce, c'est ça? Il y a plusieurs outils comme ça. Par exemple, l'outil qu'on a conçu pour les producteurs là. Au départ, on se dit, OK, nous, c'est pour aider les producteurs, mais après, on se rend compte que finalement, même il y a d'autres personnes qui sont intéressées. On se dit, mais OK, on va, en fait, cette tech-là, on va la vendre. Et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, Fresh Africa, on est notre premier cas d'usage. Tout simplement. C'est que c'est nous, on est nos premiers testeurs. C'est nous qui testons les solutions et après, effectivement, on peut les revendre derrière en marque blanche. Super intéressant. Ok, bon, on avait d'autres questions un peu plus générales. On en avait une au tout début. Êtes-vous une entreprise française ou d'un pays africain? On est français. En fait, ce qu'on fait, c'est que c'est pour ça qu'on dit qu'on rééquilibre. On va acheter des produits, on va ramener de là-bas, donc on achète des fruits, légumes, épices. Par contre, la tech, on la vend. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les producteurs, ils l'utilisent comme ça, mais demain, quand ils auront un revenu qui sera assez correct, ils vont peut-être nous payer un abonnement sur notre techno à 10 € le mois ou autre. Donc, on vend de la tech française et on ramène des produits d'un autre pays. Voilà, vraiment, c'est pour ça que quand on commence à se présenter, et c'est hyper important de se dire que nous, on est vraiment le produit de deux cultures. Et quand on a pensé le projet, c'était vraiment dans les deux sens. C'est à la fois résoudre des problèmes. Là-bas, ça va être des problèmes de gaspillage dans le sens où les producteurs ont du mal à écouler les produits. Ici, c'est des produits qui ne sont pas de bonne qualité, on n'a pas de transparence ni de traçabilité. Vraiment, c'est un projet qui est conçu vraiment à 360, quoi. Ok. Mais super français. Fresh Africa est immatriculé à Saint-Ouen dans le 93. On a bien français du coup. Alors, on avait une autre question. Ça, c'est un peu plus une question générale, encore une fois, un peu dans les tendances aussi. Est-ce que c'est compliqué d'entreprendre en tant que femme? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est compliqué. Tout est compliqué dans la vie. Forcément, on va rencontrer un petit peu plus non seulement des barrières qu'on se pose souvent nous-mêmes et d'autres barrières extérieures. Après, nous, on est des femmes noires, donc on a encore un petit truc en plus, tu vois, une petite marche en plus à monter. Mais en soi, c'est déjà être entrepreneur, c'est compliqué quoi qu'il en soit. Et j'ai pas l'impression forcément, je n'arrive pas à distinguer les problématiques qui sont dues à mon fait de femme noire et d'entrepreneur. Donc, il y a des problèmes tout le temps. Donc, en fait, moi, ma manière de voir les choses, effectivement, comme elle dit Katia, c'est qu'il y a des problèmes tout le temps. Mais en fait, on part du principe qu'il y a des problèmes tout le temps. OK, ça c'est un fait, c'est un constat dès le début. Maintenant, il faut comment on solutionne, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je pense qu'il faut plus être au focus sur ça, en fait. Donc,
à un moment donné, on va être dans des endroits où on n'a pas la bonne coupe de cheveux. Est-ce que c'est ça qui va nous empêcher d'être dans ces endroits-là? Non, pas du tout. Et vraiment, il faut être focus sur la boîte que vous montez, la mission que vous avez, le problème que vous résolvez. Et voilà, parce qu'il y a toujours on va dire, des embûches, que ce soit financières. Vous allez aller voir un banquier. Vous êtes dans un projet. Lui, il comprend rien. Il comprend rien de ce que vous faites. C'est un problème quelque part parce qu'il y a un problème de pédagogie. Donc, il y en a tout le temps. Donc, il faut les mettre de côté et réfléchir aux solutions que l'on met en place. Ouais. Donc, ce que Noëlla disait, ce soir-là, on va aller dîner avec un ancien parlementaire dans une salle complètement folle où on a invité, mais c'est parce qu'on a pris le temps de se présenter à cette personne, on a parlé avec lui, on a échangé avec lui et il est intéressé par notre projet. Donc, finalement, il ne voit plus qu'on est des femmes avec des locks, etc. Donc, Super, merci beaucoup. Alors, on avait une autre question par rapport au personnel, mais ça, c'est un sujet qu'on avait déjà un peu, enfin, que vous avez déjà un peu abordé. C'est comment avez-vous identifié les personas? Vous disiez c'était via les Google Forms au début, essentiellement. Est-ce qu'il y avait d'autres canaux d'identification pour ces personas-là au tout début ou... Non, vraiment, c'est parti du Google Form et un peu de la tendance des réponses, sachant que, en fait, le quanti, il y en a eu deux. Il y a un premier, c'était plus sur l'idée, et le deuxième, on rentrait plus sur le panier d'achat, le panier moyen d'achat, etc. Donc, en fonction des retours qu'on avait, il y a une tendance qui a commencé à se dessiner, et on s'est dit, mais en fait, finalement, on a compris que la personne qui était intéressée par notre projet, c'était plus une personne qui avait ce profil-là. Par exemple, on avait dessiné deux segments dans notre cible. C'était une personne qui avait voyagé. Très souvent, en fonction des réponses qu'on voyait, c'est quelqu'un qui avait voyagé, quelqu'un qui est très curieux, quelqu'un qui testait beaucoup de cuisine. Et voilà, donc ça, c'était le premier segment. Et qui cuisinait aussi. Le deuxième segment, c'est quelqu'un qui a voyagé aussi, mais par contre, il allait deux fois dans un restaurant, il aimait une certaine cuisine, mais il ne sait pas trop, en fait, comment l'utiliser. Donc, mais il est intéressé. Et ça, c'est le deuxième segment. Donc, on se rend compte qu'il y a un gros devoir, un gros effort de pédagogie à faire, à fournir. Et donc, on a ces deux cibles-là. Pareil, c'est une intuition. Et après, on enchaînait tout simplement sur des entretiens. Des entretiens en tête à tête. Et voilà, on a vraiment creusé. Et à l'issue de ça, on a dessiné nos personnages. Ok, super. Merci beaucoup. On avait une question du coup aussi par rapport au Google Form un petit peu. D'Alexandre qui demandait comment on faisait un Google Form et comment avoir des réponses. Là-dessus, directement en fait dans la base d'outils de Google, tu as la possibilité de créer un form, Alexandre, donc directement sur Google Chrome. Et après, pour avoir des réponses, je sais pas comment vous avez fait, Noëlla et Katia. Il y a différents canaux, tels les réseaux sociaux, les personnes qui sont proches de vous, si vous êtes dans des groupes d'école ou des groupes en général. Je sais pas si vous avez d'autres. Non, vraiment, nous, là, tu viens de résumer, c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné. Hein. C'est aller taper, à l'époque où Facebook existait encore, c'est taper dans des groupes. Franchement, on envoyait les formulaires. C'est les communautés dans lesquelles on était, c'est envoyer aux communautés et demander aux gens aussi, hein, n'hésitez pas à demander aux gens de partager auprès d'eux. Et voilà, honnêtement, il y a des gens qui sont emballés par le projet qui vont faire le job, tout simplement. Ouais, on a été aussi arrêté des gens dans la rue. Ouais. À un moment. Et surtout sur le premier, le Canti. Et on a un capital sympathie encore, les entrepreneurs. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir les gens et de leur poser des questions. En principe, ils aident. On ne sait pas pourquoi, mais ils nous aiment bien. Ah si, donc, on sait pourquoi. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que l'entrepreneuriat, c'est dur. Ils ont pitié de nous, les entrepreneurs. Donc, d'où le capital sympathique, vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ouais, le démarchage en physique, ça marche bien aussi. Juste, Noëlla, fais attention à ce que tu dis par rapport à Facebook. Je les vois juste derrière toi. Et ils peuvent mal le prendre peut-être.
Non, mais déjà là, j'aurais dû filmer. Il y a un mec d'Amazon qui est en train d'expliquer comment marche Oui, Google Forms. Google, fais gaffe. D'ailleurs, pour pas changer de sujet, il y a Annette qui demande comment on fait pour être accompagné par Google Startup. Ils ont plusieurs programmes, ils en ont Oui. plein. Ils pourront en avoir, ça va de aller créer son site internet, tout simple. Il y en a plein et ils lancent des appels à projets. N'hésitez pas à aller sur le site de Oui, tu tapes Google, Google for Startup. Startup et là, tu as plein de projets. Et comme elle dit, Katia, en fait, il y a des thématiques. Des fois, ils vont lancer un accompagnement pour des gens qui sont dans la santé, l'impact. En ce moment, c'est très impact. J'ai vu passer quelque chose sur l'impact. Donc, voilà, tu tapes Google Startup. Super. Ok, alors une petite question de Dia là, déjà qui vous remercie pour cette chouette présentation. À ce jour, combien de producteurs avez-vous onboardé en 2 ans? Et donc, il y a une petite remarque, je trouve super smart de revendre la plateforme techno au gouvernement, par exemple, mais est-ce que ça ne vous distrait, / détourne pas de votre solution initiale? Comment trouvez-vous l'équilibre? Quelle est la partie que vous trouvez la plus compliquée dans votre parcours d'entrepreneuse? Ouais, il y a plusieurs questions. On va d'abord répondre peut-être par cette question. Voilà, combien de producteurs vous avez onboardé en 2 ans? Est-ce que c'est un investisseur qui nous parle? Parce qu'on a eu la même question ce matin. C'est vrai. Avec un investisseur. C'est ça, c'est lui déguisé. C'est peut-être le même qui n'a pas eu la réponse qu'il voulait. Je sais pas. Non, vas-y. En fait, ce qu'on a fait, c'est comme on vous disait, on était en période de test, on était assez distendu. Et le but aussi, c'est pas d'aller chercher des producteurs, les remplir, remplir de producteurs et ne pas leur acheter leurs produits. Ça risque de les décourager. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti par petits lots. Donc, on était à une centaine quand on bossait tout seul. Et là, comme on vous disait, l'outil qu'on utilise pour onboarder permet à des gens qui ont beaucoup plus de producteurs. On en a par exemple un qui a 1000 producteurs. On ne va pas pouvoir travailler avec tout le monde. Il y en a une autre qui a 5000 producteurs. Les gouvernements t'arrivent, ils t'onboardent tout un village. Donc, en même temps, ça répond à la deuxième question, c'est que si on veut grandir, on va pas pouvoir y aller toute seule à 2, ou bien sinon on va devoir employer énormément de personnes pour aller sur place et aller faire du pré-sourcing, du sourcing. On est déjà plus concentré on va déjà plus être concentré à aller être sûr que les producteurs qu'on onboard tiennent bien les cahiers des charges. Tout ça, ça nous prend déjà beaucoup d'êtres humains sur place. Donc, du coup, avoir des gouvernements, nous, on leur vend de la data au gouvernement. Mais eux, ils nous donnent des producteurs. C'est un échange, en fait. Win-win. Donc, nous, on gagne parce que quand ils t'onboardent tout un village et qu'en plus, eux, derrière, ils sont contents parce qu'ils ont pu développer la filière de l'ananas, etc. Et surtout, ils ont pu répertorier. En France, vous imaginez que tous les producteurs sont répertoriés, ils sont connus. En Afrique, ce n'est pas du tout le cas. Donc, vous avez des êtres humains qui sont tout seuls, perdus dans des coins dont personne ne s'occupe. Si on ne ramène pas ces technos et qu'on ne la vend pas à un gouvernement, il ne va jamais se dire je vais aller compter mes producteurs, savoir combien fait de l'ananas, combien sort de l'ananas, etc. Ils ne sont pas encore à cette démarche-là. Donc, on leur fait gagner du temps quelque part et en même temps, ça sert aux producteurs et nous, ça nous sert pour le business aussi. Donc, ça nous détourne rien du tout. Ouais, non, c'est en fait, tout s'est aligné, vraiment. C'est, voilà, data, produit. Et pareil, tu vas employer des gens, plus de gens pour s'occuper. Il y aura peut-être une partie à un moment qui va s'occuper que des licences et nous, on sera peut-être plus sur le sourcing. Au contraire, ça va faire grandir le business, ça va le rendre plus grand. Ouais. Donc l'équilibre, il se fait assez naturellement. Dans ce cas-là. Et du coup, la dernière question, c'était quelle est la partie que vous trouvez la plus compliquée dans vos parcours d'entrepreneuse? Et d'ailleurs, pour la réponse des investisseurs, non, ce n'est pas une investisseuse, mais très intéressée par et inspirée par vos parcours. Voilà. Okay. Cool. La partie la plus difficile, je sais pas. En réalité, je sais pas, je dirais pas qu'il y a une partie plus difficile qu'une autre. C'est pas genre non plus c'est easy, finger in the nose, on l'a fait. Non, c'est juste que en fait tu te rends compte que quand tu commences l'entrepreneuriat, moi je le voyais pas comme ça. Tu le diras, Katia, comme tu le voyais avant. C'est finalement le quotidien d'un entrepreneur, c'est régler les problèmes. En vrai, c'est tout ce que l'on fait. Donc, à un problème va se succéder un autre. Donc, on est totalement dans cette dynamique à chaque fois. Je pense pas qu'il y ait une partie plus difficile qu'une autre. Moi, je dirais peut-être que c'est la vie sociale. Ah ouais, c'est même pas difficile, elle est inexistante. Donc,
Il n'y a pas de vie Ça, sociale. ça donne envie, en tout cas. Donc, Ouais, c'est ça. ce n'est plus difficile. Ça n'existe plus. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu une salle de ciné, j'ai pas vu un film au ciné. Heureusement que Netflix existe, sinon. Non, mais c'est intéressant. Peut-être, en fait, je vais pas dire que c'est difficile, mais c'est quand même un point à intégrer, trouver l'équilibre, la balance. Mais là, ça va plus être personnel que d'un point de vue business. C'est trouver ces moments-là où il y a un équilibre pro-perso et où on recharge les batteries. Moi, ça m'intéresse, moi, à chaque fois de demander à un entrepreneur à quel moment il se recharge, comment il se recharge. Donc, ouais, ça, c'est un point intéressant, mais c'est pas difficile, mais c'est un point d'alerte, d'attention. Et moi, ça m'arrange, comme j'aime pas trop Elle aime pas les gens. j'aime pas trop croiser les gens, donc Donc, ça m'arrange ça d'être va. enfermée dans mon travail. Voilà. Oui, il y a de la compassion pour vous quand même dans le chat. Il n'y a pas besoin, vous inquiétez pas, ça va très bien. Et merci pour la réponse. On a une dernière question pour l'instant. Du coup, une question par rapport à votre chiffre d'affaires. Je sais pas forcément privé, enfin, après vous n'êtes pas obligé de répondre. Et une question aussi la même personne qui demandait à qui vous vendez à Rungis, c'est donc des grossistes, hein, ça que vous disiez. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est totalement des grossistes. Le chiffre d'affaires, justement, quand vous êtes en test and learn, vous n'allez pas le faire de manière continue. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on est en phase d'amorçage, on est en train de la finir et on va scaler parce qu'on a trouvé maintenant notre modèle. Et là, tu peux aller chercher de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais au début, c'était tu bosses un petit peu, tu fais de l'argent, tu fais rentrer de l'argent, tu t'arrêtes, tu résous les problèmes. Cet argent te permet de payer une équipe de tech, machin, tout s'en va. Tu payes le loyer à Station F, tu payes tout ça, c'est fini, tu repars chercher, etc., etc. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné. Après, heureusement qu'il y a eu Google, il y a eu la French Tech, mais le chiffre d'affaires, en 2 ans, on est à un peu moins de 100K, et parce qu'on a coupé à chaque fois. Par contre, là, on prévoit de faire du x5, 6 dans cette année-là. Après, ce modèle-là, s'arrêter, reprendre, nous, c'était C'est essentiel pour nous. C'était essentiel parce qu'on devait développer la tech aussi parallèle, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Bien sûr. Ok, il y a une autre question de la même personne, pardon. Vous n'avez pas eu des soucis avec les anciens acheteurs auprès des agriculteurs? Ouais, une bonne question. Ouais. Non, ça dépend des agriculteurs. Ce dont vous parlez, où Noëlla vous donnez l'exemple de petits agriculteurs qui sont déjà beaucoup plus proches de la capitale, et c'est cela qu'on vient voir. Mais nous, vraiment, on est concentré sur des gens que personne ne vient voir. Ils ont plus de 50% de leurs produits qui vont pourrir sur les champs et qui ne peuvent même pas sortir en dehors de leur village, en fait. Donc, personne vient les voir, même pas. Ouais. Personne vient les voir. Donc, non, il n'y a pas vraiment de. Après, en fait, pourquoi il y aurait un problème avec les anciens acheteurs? Dans le sens où je pense que pour les producteurs, par exemple, c'était l'été d'avant au Congo pour sourcer. Et donc, ce qu'on a fait, toujours s'adapter aux réalités, c'est de se dire, OK, comment on va parler aux producteurs? Bon, on allait à la radio, tout simplement, et on a raconté l'histoire, ce qu'on faisait, etc. Le jour même, les producteurs ils étaient prêts à nous amener les produits, en fait. Et donc, on a dû lever le pied en leur disant, OK, attendez, on va s'organiser. Et en fait, j'ai envie de dire, il y a pas photo. Toi, tu viens avec une démarche saine où tu dis au producteur, moi, je suis pas là pour casser les prix. Je vais te prendre les prix, les produits au prix juste parce que tu connais en fait la pénibilité de ton travail en fait. Ici, on ne discute pas les prix quand on va à la boulangerie. Pourquoi on va discuter les prix quand on va acheter l'ananas du producteur? Donc, je veux dire, la question, elle est vite répondue, quoi, comme dirait un génie. Donc il n'y a eu aucun problème. Ok, super. Bon, on va répondre à une dernière question, c'est pour vous, Nala et Katia. Let's go. À quoi vous contribuez, selon vous, du coup, dans votre projet entrepreneurial? Quelles sont les choses pour lesquelles vous aspirez? Voilà. Je réponds? Let's go. Vas-y, toi.
À quoi on aspire? Nous, en fait, ça, c'est ce qu'on disait au début et qu'on continue à dire, sauf qu'au début, on nous prenait pour des folles, un peu moins maintenant. Vraiment, la mission, l'ambition, ça a été toujours se dire, OK, on va rééquilibrer les rapports entre le Sud et le Nord. Déjà, ça, c'est vraiment la raison d'être, construire un pont vertueux entre le Nord et le Sud. Donc, ça, c'est fondamentalement ce en quoi aspire Fresh Africa et nous derrière. Et donc, en quoi on va contribuer? Ben, en fait, on va avoir un impact à plusieurs niveaux. On en a plein. Ouais. Déjà que ce soit, si on les prend sur place, quand on vient dans un village, on achète les produits au prix juste, certes, mais on s'arrête pas là. On va, c'est toujours des fois pour répondre à nos problématiques à nous, mais ça aide sur place. Et que par exemple, on va voir avec des gens qui installent des panneaux solaires. On s'arrange avec eux pour que ils viennent installer des panneaux solaires dans les villages où on est. En leur disant qu'on va payer les producteurs et donc du coup ils vont pouvoir payer leur bail sur les panneaux. Ou par exemple, on a une autre startup avec laquelle on travaille qui rentre des programmes d'un pays, souvent les pays du Sud, dans des tablettes, des téléphones. Avec eux, par exemple, on a négocié des licences pour pouvoir donner ces tablettes aux enfants et que les enfants puissent aller à l'école parce que souvent ils se retrouvaient sur les champs. En fait, on ramène toujours des solutions en plus, toujours autour du digital, de la tech, etc., qu'on va venir rajouter en plus de ce que nous on fait sur place. Ici, franchement, je vous souhaite de goûter nos produits. Vous allez juste une banane. Ça va être une expérience incroyable. C'est le bien-être. C'est le bien-être. C'est de savoir ce que vous mangez, c'est de savoir ce que on met dans vos produits. C'est encore des produits qui sont faits de manière ancestrale, comme ça se fait très peu ici. Et c'est d'avoir un produit 100% naturel. En fait. Comment se fournissent vos produits d'ailleurs? Si par exemple j'ai envie de tester aujourd'hui. En fait, tu peux aller sur notre site et par contre, c'est des précommandes qu'on fait et donc on est calé sur la saisonnalité des produits. Donc là, si vous allez, le bouton boutique n'est pas disponible volontairement, on va le remettre parce qu'on va réouvrir les précommandes dans quelques semaines et vous pouvez déjà vous inscrire à la newsletter et vous serez informé de quand est-ce qu'on lance la préco. Voilà, en gros. Ok. Super. Bon, je vous propose d'arrêter là, il est 13h05. Bah, merci en tout cas, Noëlla et Katia, pour cette présentation et ces belles réponses que vous avez apportées aux questions de l'audience. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Le webinaire, il sera disponible en replay, bien entendu. Pour un feedback rapidement, Noëlla et Katia, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont assisté sont très contentes de cette conférence et vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, LinkedIn, si vous avez d'autres questions, si vous avez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ce fut un plaisir. Et merci à tous et toutes de votre attention. Surtout au niveau petit outil, si vous avez besoin de petits outils, etc., de bootstrapper, on en connaît plein. Donc, n'hésitez pas. Voilà, exactement. Bon, plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup. Et on se tient au courant là, dans l'après-midi. Je ferai un retour sur le webinaire. C'était un grand plaisir de faire ça avec vous et je vous souhaite une belle après-midi à vous et toutes les personnes qui ont assisté au webinaire aussi.